va poursuivre maintenant avec Isabelle Forgue, chargée de mission énergie à la Chambre interdépartementale d'agriculture 2590. Isabelle, vous allez nous dresser un panorama des installations de méthanisation en Bourgogne-Franche-Comté. Je vous donne la Oui, parole. oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc Isabelle Forgue de la Chambre d'agriculture du Doubs et du territoire de Belfort, et je représente aujourd'hui le pôle énergie des chambres d'agriculture, c'est-à-dire mes collègues et moi-même qui sommes des conseillers énergie. On accompagne les exploitants agricoles sur la maîtrise de leur consommation d'énergie et sur le développement des énergies renouvelables. Et pour cela, on est financé par l'ADEME et la région qui financent effectivement les installations de méthanisation, mais aussi la matière grise en accompagnement, à savoir comment mettre en place au mieux les unités de méthanisation les plus vertueuses et les plus durables possibles, à côté du photovoltaïque, du séchage solaire, du bois énergie ou des réductions de consommation à la ferme. Donc, mes petits camarades et moi-même avons contribué à ce diaporama qui, s'il n'est pas suffisant, me permettra de répondre à vos questions par la suite. Alors, je ne vais pas faire des redites par rapport à Céline, simplement compléter ce qui a été dit. Donc, la méthanisation, c'est effectivement reproduire à l'échelle agricole ce qui se passe naturellement dans l'estomac de la vache. Donc, l'estomac de la vache, c'est le digesteur que vous voyez, la grosse cuve qui est symbolisée par le numéro 4, et dans laquelle on incorpore tous les jours ce qu'on appelle la ration alimentaire, hein, comme pour les animaux, c'est-à-dire différents types de matières organiques pour être dégradées par les bactéries, en conditions anaérobie et en conditions de chauffage aux alentours de 37 à 40 degrés. Donc, le point supplémentaire que je vais rajouter par rapport à ce qu'a dit Céline, c'est que c'est une installation voie liquide qui représente la majorité des installations, même s'il existe quelques installations voie sèche, et qui fonctionne en continu, c'est-à-dire que tous les jours, il faut l'approvisionner en matière organique, même s'il peut y avoir quelques automatismes, il faudra quand même tous les jours apporter des matières organiques fraîches. Et ces matières organiques doivent être les plus stables possibles, c'est-à-dire que il faut apporter aux bactéries de l'azote, du phosphore, du carbone, etc., en conditions contrôlées, on va dire, équilibrées d'un jour sur l'autre. On ne peut pas varier de matière organique du jour au lendemain. Ça risque de donner des à-coups dans le fonctionnement de l'installation agricole. Donc, on voit déjà en amont un premier problème qui est d'avoir suffisamment de matière et toute l'année et régulière pour pouvoir approvisionner correctement ce méthaniseur. Donc, je renvoie tout de suite à différentes typologies d'exploitation agricole qui ne peuvent pas forcément prétendre à la mise en place de cette méthanisation. Par exemple, un élevage allaitant dans la Nièvre, qui est surfumier avec des bovins qui sont la majorité du temps, en tout cas dès qu'ils peuvent, en dehors du bâtiment. On va avoir qu'une petite partie de fumier hivernal et puis le reste de l'année, on n'aura pas d'effluents d'élevage. Donc, pour ce type de typologie d'exploitation, par exemple, c'est compliqué de mettre en place une installation de méthanisation. Je renvoie également à un deuxième point qui a été cité dans la question, c'est le temps de travail. Si tous les jours, effectivement, on doit approvisionner son unité de méthanisation, la surveiller, la contrôler, c'est effectivement du temps qui est passé par les exploitants agricoles. Moi, le retour que j'ai sur les deux départements que je suis, il est un peu moins positif que ce qui a été montré, c'est-à-dire que c'est beaucoup, beaucoup de travail et c'est surtout, ils me disent clairement, un fil à la patte. C'est-à-dire qu'ils doivent être là tout le temps. Ils ne peuvent pas s'éloigner à trop grande distance du digesteur. Pourquoi? C'est d'autant plus vrai sur les installations en cogénération, c'est-à-dire celles qui produisent de la chaleur et de l'électricité, parce que le moteur de cogénération, et même s'il est rustique, reste encore le point faible du process de méthanisation. Donc, on a souvent des arrêts moteurs, et puis dès qu'on arrête le moteur, on a des conséquences en cascade, puisque le moteur permet aussi de chauffer la cuve numéro 4. Là. Donc, si le moteur est arrêté, la chauffe est arrêtée également, et du coup, la population bactérienne décroît. Donc, on a vraiment des réactions en cascade qui sont très importantes, qui obligent les éleveurs parfois même à se relever la nuit pour aller relancer le moteur. Donc, on parlait tout à l'heure des motivations des agriculteurs. Alors déjà, elles sont très, très importantes parce qu'effectivement, c'est un sacré boulot, même si c'est un peu dans la continuité de l'exploitation agricole.
Mais surtout, il faut aussi vraiment beaucoup de courage pour supporter de se relever la nuit, de dormir les 2 premiers mois à côté de son moteur. Et honnêtement, moi, le rendu que j'ai sur 9 installations du Doubs et du territoire de Belfort, c'est qu'il y en a quand même 3-4 qui me disent clairement que s'ils avaient su à quel point c'était dur, ils ne repartiraient pas forcément. Voilà. Donc, on incorpore ces matières organiques à tour de rôle dans le digesteur, qui reste une voie liquide. Donc, on est à peu près à 12-13% au maximum de matière sèche à l'intérieur de ce digesteur. C'est dégradé en digesta, ça passe dans la fosse de stockage qui, ici, sur le schéma, est effectivement couverte pour apporter une réponse à une question qui a été notée. Alors, sur Bourgogne-Franche-Comté, je n'ai pas les données, mais sur territoire de Belfort et Doubs, il y en a à peu près la moitié qui sont couvertes. Toutes ne sont pas couvertes en termes de fosses de stockage. Cependant, je rajouterais quand même que c'est aussi dépendant du temps de séjour qu'on va avoir dans notre digesteur. C'est-à-dire que plus vous avez un temps de séjour long dans le digesteur, et moins vous allez avoir de biogaz qui va rester dans la fosse de stockage. Et globalement, sur les premières installations qui se sont développées, on avait quand même des temps de séjour qui étaient relativement longs. On était avec une majorité d'effluents d'élevage, et on sait que c'est long à dégrader. Donc, les temps de séjour étaient beaucoup plus longs que ce qu'on peut croiser, par exemple, en Allemagne, où ils mettent des ouvrages dimensionnés beaucoup plus compacts pour optimiser le process. Voilà. Une fois que vous avez dégradé cette matière organique, elle part donc sur le schéma ici en cogénération, c'est-à-dire que pour 40% du méthane, on va produire de l'électricité, et puis le reste, ça va être de la chaleur qu'on va récupérer sur le bloc moteur et sur l'échappement des fumées pour réchauffer le digesteur et d'autres utilisations. Donc, dans la majorité des installations qui se sont montées sur Bourgogne-Franche-Comté, on a beaucoup de séchage de foin, de séchage de matières de céréales. On a des réseaux de chaleur qui alimentent un lotissement. On a des installations de spiruline. On a aussi des chauffages de bâtiments. Ça peut être des porcheries ou ça peut être des volailles. À propos d'une installation de porcherie, moi j'ai sur mon département un projet intéressant, en tout cas qui me semble intéressant, qui est en autonomie totale. Sur une porcherie, on a une production de lisier qui est très importante. Et puis, on a une obligation de couverture de fosse et on a une consommation de propane également très importante de l'ordre de 40 tonnes par an pour chauffer la porcherie. Et l'idée, c'est de méthaniser le lisier, uniquement le lisier, et puis d'installer une chaudière à méthane qui va réutiliser le biogaz produit pour réchauffer la porcherie et abaisser ainsi la grosse consommation de propane annuelle. Donc, tout ça pour dire qu'en dehors de la cogénération, il y a d'autres types d'utilisation du biogaz. Il y a le chauffage tout court, ce qui est quand même relativement restreint, je vous l'avoue, en termes de développement de projet. Et puis ensuite, il y a l'injection, donc qui se développe de plus en plus, en tout cas depuis 2011. Avant 2011, l'injection dans les réseaux n'était pas possible. Depuis 2011, elle l'est devenue, sous réserve d'avoir une unité d'épuration pour enlever les autres composants du biogaz, à savoir l'eau, le CO2, le soufre. On injecte dans les réseaux de gaz naturel que du biométhane. Et donc, ce biométhane est ensuite utilisé soit pour les utilisations dans les habitations, dans les ménages, pour les gazinières et autres, le chauffage, ou en biogaz carburant. Mais toute la première partie de création du biogaz en méthanisation est exactement la même. C'est exactement le même process. Simplement, en injection, on a des installations qui sont plus importantes en capacité parce que l'investissement à la fois dans l'épurateur et aussi dans le groupe d'injection dans le réseau est onéreux. Donc, pour pouvoir rentabiliser cet investissement supplémentaire, on a des capacités qui doivent être un peu plus importantes. Vous voyez sur la gauche une part d'apport de matières organiques. Donc, ces matières organiques, elles sont de différentes sortes et de différentes origines. Bien évidemment, on appelle ça de la méthanisation agricole, de la méthanisation à la ferme. Donc, la majorité des matières organiques entrantes sont effectivement issues de la ferme, donc très majoritairement des déchets, des sous-produits de l'élevage. Donc du fumier, du lisier, du purin, du lisier de porc, et puis quelques déchets qu'on peut retrouver sur la ferme aussi, comme des résidus de crèche, ce qu'on a donné à manger aux animaux et puis qui n'ont pas terminé, des issues de céréales qui peuvent être
à proximité aussi avec la coopérative. Et puis, depuis peu, des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et puis après, on passe sur d'autres types de produits qui peuvent être des contrats qu'on passe avec des industries agroalimentaires ou avec les collectivités pour récupérer soit des déchets de tonte, soit des résidus de repas des cantines, par exemple. Alors, on en vient à une photo des installations de méthanisation qui existaient au 1er janvier 2021, en espérant que ça soit à peu près exhaustif. Donc, il y avait 70 installations qui tournaient. Alors, les petits points bleus représentent les installations de cogénération et les petits points jaunes représentent les installations en injection. Avec des moyennes en termes de capacité de production que vous voyez ici, hein, en moyenne 160 normomètres cubes pour heure pour les injections et puis 238 kilowatts électriques pour les cogénérations. Ce sont majoritairement des installations qu'on appellerait individuelles, c'est-à-dire qu'on a un seul porteur de projet. Sur ces 70 installations, il y en a 10 qui sont multipartenaires, c'est-à-dire qu'on a toujours un seul porteur de projet, mais on a des apporteurs de matière autour qui sont très majoritairement des agriculteurs. Et on a 4 qu'on appelle collectives, c'est-à-dire avec des partenaires autres que le milieu agricole, des collectivités principalement. Et voilà la carte des projets. Alors effectivement, avec mes collègues, on accompagne tous les contacts qu'on peut avoir agricoles sur le sujet de la méthanisation. Et dès lors qu'on a un contact, on note comme étant un projet, ce qui est peut-être un mot un peu abusif dans un premier temps. L'idée, c'est de procéder par étapes, hein, déjà de sensibiliser, éventuellement accompagner l'agriculteur à venir dans une formation pour se former, puis ensuite lui faire une pré-étude d'opportunité, c'est-à-dire regarder vraiment à l'échelle de la ferme et des fermes alentours éventuellement, quelles sont les conditions de faisabilité technique, économique, sociale. On en parlait tout à l'heure sur le temps de travail. Moi, personnellement, quand un agriculteur se lance dans une installation de méthanisation, ou en tout cas dans un projet, les réunions que je fais, je souhaite que tous les associés soient là, voire même la femme des associés si elle est dans le secteur. Je trouve que c'est très important de place des questions relatives à toutes ces thématiques-là, que ce soit au niveau process, mais surtout au niveau environnemental et social, et bien sûr économique, quoi. Donc, la majorité de ce que vous voyez sur l'écran, ce sont des réflexions. Toutes les réflexions ne vont pas au bout, hein. Si je reviens en arrière, vous voyez que sur Bourgogne-Franche-Comté, Doubs et Territoire de Belfort, si je ne me trompe pas, il doit y avoir 9 ou 10 installations. Pour tout vous dire, depuis 2005, j'ai dû avoir au moins 80 projets potentiels qui se sont transformés en 8 ou 10 installations qui tournent aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment de recenser tout le monde, mais après, c'est d'accompagner au mieux ce qui peut permettre de créer un projet le plus vertueux possible. Et quand je parle de vertueux, je parle pas que d'environnement, je parle aussi de conditions techniques, économiques et sociales pour l'exploitation agricole. Alors, vous voyez que le développement, déjà, Doubs, Jura, il s'est quasiment arrêté. Alors, il y a une raison pour ça. Le cahier des charges de production du comté a sévi un petit peu par rapport à ce type d'installation, en ne souhaitant pas incorporer des cultures ensilées. Alors, la raison, elle est toute simple, hein. Dans la production de comté, on n'a pas le droit d'incorporer dans l'alimentation vache laitière d'aliments ensilés. Donc, de la même manière, ils ne veulent pas que l'unité de méthanisation, qui est vue comme une diversification, comme un atelier supplémentaire, n'incorpore des éléments ensilés. Et on verra tout à l'heure sur les potentiels méthanogènes, même si les effluents d'élevage sont en grande majorité les matières entrantes de l'installation de méthanisation, c'est pas eux qui produisent la plus grande proportion de gaz. De ce fait, les matières ensilées, elles sont d'un grand secours sur l'exploitation agricole, d'abord parce qu'elles sont autoproduites par l'exploitant et en ces temps de sécheresse, d'aléas climatiques et de
conditions de solidarité qui ne sont pas toujours évidentes, d'être le plus autonome possible sur la ferme, c'est important. Et puis deuxième chose, les cultures ensilées, ça veut dire qu'elles se conservent et qu'elles sont là toute l'année. Et j'en reviens à ce que je vous disais sur la première diapo, quand on a quelque chose qui se conserve et qui est identique toute l'année, ça permet d'approvisionner correctement son installation de méthanisation et de ne pas avoir des grosses transitions au niveau des matières organiques incorporées. Donc, Doubs Jura, quasiment plus de développement en termes de méthanisation. Et dans les autres départements, on a encore des contacts, mais à discuter avec mes collègues, on sent quand même que c'est un petit peu en baisse. Disons par rapport au développement exponentiel qu'il y a pu y avoir ces quelques dernières années. Donc, vous voyez qu'il y a quand même encore beaucoup de projets qu'on va accompagner, qui vont aboutir ou pas, mais à la limite, pour nous, comme je l'ai déjà dit, hein, l'idée, c'est vraiment d'accompagner au mieux. Et si le mieux, c'est de dire à l'exploitant de changer de projet et de partir sur autre chose, c'est ce qu'on fera. Parce que les conditions ne sont pas toujours réunies pour faire ce qu'il y a de mieux. Alors, au niveau des matières organiques entrantes, du fait qu'on accompagne les exploitants, tous les ans, on remplit avec eux des questionnaires sur la façon dont ils procèdent pour arriver à leur projet de méthanisation. Donc, on a, par rapport à ce qui était prévu au départ, ce qu'ils réalisent réellement en termes de fonctionnement. Donc, sans surprise, du fait qu'on est dans des méthanisations à la ferme, qu'on essaye d'être le plus autonome possible en matière de ration alimentaire et qu'en plus les tarifs de cogénération sont les plus élevés, c'est-à-dire les tarifs de rachat d'électricité sont les plus élevés quand on a plus de 60% d'effluents d'élevage dans la ration alimentaire, sans surprise, on retrouve un maximum d'effluents d'élevage dans la ration. En moyenne, sur ce que j'ai pu regarder, on était à 81% d'effluents d'élevage. Si vous voulez le détail, c'est sur le petit tableau à droite. Hein, il y avait 46% de lisier, 44% de fumier. Alors, je n'ai pas fait des détails. Hein, ça peut être du fumier de lapin comme du fumier de vache allaitante. Ça peut être du lisier de porc comme du lisier de bovin. Voilà. Mais bon, globalement, c'était de cet ordre-là en matière d'effluents d'élevage. Ensilage, donc j'ai mis là-dedans à la fois les cultures intermédiaires à vocation énergétique et les cultures énergétiques, même si tout à l'heure Céline vous a présenté les données concernant les aides ADEME et régions qui contraignent entre guillemets, en tout cas qui donnent un guide et un garde-fou par rapport à ces matières organiques-là. Et puis ensuite, en diminuant les lactosérums, les issues de céréales, la paille, je vous laisse lire le tableau. Et j'ai noté aussi quelques autres produits rencontrés. Alors là, c'est sur des projets particuliers qui ont pu avoir un contrat avec des industries agroalimentaires locales, donc de l'eau vinaigrée, des matières stercoraires, des produits de malterie, des marcs de raisin, des oignons, des graisses et des bouts de papeterie, par exemple. Donc là, pour le coup, quand on accompagne les projets de méthanisation, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde ce qui existe à l'échelle de l'exploitation agricole pour incorporer les effluents, enfin oui, les matières organiques de l'exploitation. Et puis ensuite, on essaye de faire un cercle de plus en plus grand autour de l'exploitation agricole pour essayer de voir si besoin, parce qu'il n'y a pas forcément besoin, s'il y a des matières organiques à disposition chez des industriels, dans des collectivités ou chez d'autres partenaires agricoles. L'objectif, c'est bien évidemment d'être le plus local possible, notamment au niveau des fumiers et des lisiers. On avait fixé entre nous l'idée de se dire au-delà de 5 à 7 km de transport des fumiers et des lisiers, ça devient un petit peu aberrant en termes de rendu de production de gaz par rapport à ce qu'on a émis à cause du transport. Ce n'est pas valable ces 5 à 7 km pour d'autres types de matières organiques qui sont bien plus méthanogènes. Mais ça vous donne une idée déjà du cercle quand même relativement restreint quand on fait des projets collectifs entre agriculteurs qui doivent amener leurs propres effluents d'élevage, sachant que je vous ramène encore une fois à ma première diapo, c'est tous les jours qu'il faut approvisionner le digesteur. Donc, ça veut dire que l'agriculteur partenaire, très régulièrement, doit rapporter des matières organiques sur l'installation de méthanisation. C'est plutôt contraignant. Les effluents d'élevage ne sont pas les matières les plus méthanogènes, donc on recherche des produits qui sont locaux et qui peuvent contrebalancer un petit peu ce manque de matières méthanogènes, donc des produits qui sont riches en sucre, en gras et en tout cas riches en matières sèches parce que ce n'est pas l'eau qui fait le gaz.
mais pas trop riche non plus, puisque c'est ce que je disais dans ce digesteur, cette grosse cuve, pour que ça soit brassable et malléable sans monter dans des frais d'électricité énormes et puis sans faire de croûte, il faut maximum 10% de matière sèche dans le digesteur. Donc, je reprends mon exemple du système allaitant avec ses fumiers. Bon, bah là, par exemple, un système allaitant en fumier ne peut pas passer en méthanisation ou voie sèche, ça ne se brasse pas suffisamment. Et puis, encore une fois, stabilité de la ration alimentaire. On pourrait se dire, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On a tout un panel de matières organiques différentes à incorporer dans le digesteur, ce qui nous permet d'avoir des plans B et d'avoir toujours quelque chose. Oui, ça, c'est bien. Mais par contre, déjà, on ne connaît pas toujours les interactions des produits entre eux à l'intérieur du méthaniseur. Et puis ensuite, comment vont réagir les bactéries si vous ne faites pas des transitions très, très lentes en termes d'incorporation des matières. Un petit focus très très rapide, mais juste pour vous montrer, vous avez le potentiel méthanogène là en ordonnée par rapport à différents types de produits qu'on peut rencontrer, et vous voyez que les effluents d'élevage, logiquement, sont les plus pauvres en CH4 produits, puisqu'ils ont déjà été émis lors de la consommation des matières organiques dans le rumen des animaux ou dans les stomas des animaux. Contrairement à d'autres types de résidus de culture ou déchets agroalimentaires ou déchets d'éco-collectivité qui sont beaucoup plus riches en potentiel méthanogène du fait qu'ils soient riches en sucre, en gras ou en matière sèche. Alors, pour rebondir un peu sur ce que disait Céline tout à l'heure et sur lequel je suis complètement d'accord, pourquoi les agriculteurs sont motivés et se lancent dans la méthanisation, c'est bien évidemment une source de diversification de revenus. Et effectivement, dans des zones où la production alimentaire n'est plus suffisante pour rémunérer l'agriculteur, étant donné qu'il a des déchets, qu'il est aussi déjà habitué à travailler avec ses déchets, c'est aussi le monde agricole qui recycle les bouts d'épuration, pourquoi pas se lancer dans la production d'un revenu supplémentaire, ou en tout cas, oui, peut-être pas forcément d'un temps plein, mais en tout cas un revenu supplémentaire par la fermentation de ces déchets organiques. Ça permet de produire des énergies renouvelables qui sont utilisées sur la ferme. Je parlais du séchage-fourrage. Ça devient de plus en plus intéressant dans le sens où, avec le changement climatique, on a des étés qui sont très secs. Et donc, pour pouvoir faire les foins suffisamment en quantité, on est obligé d'y aller assez tôt au printemps, voire tard à l'automne. Et là, on a des conditions de séchage au champ qui sont plus favorables. Donc, d'avoir une énergie supplémentaire renouvelable sur la ferme, ça permet aussi de passer ce coup dur de la sécheresse estivale et d'avoir un stock fourrager toujours intéressant par rapport à son cheptel. La production de spiruline, on a plusieurs ateliers qui sont diversifiés là-dedans. Les chauffages des bâtiments, j'en parlais tout à l'heure, pour les porcheries ou les ateliers de volailles qui chauffent, ou les veaux laitiers les veaux de boucherie qui utilisent beaucoup d'eau chaude, ça fait des économies d'énergie sur la ferme. Et les agriculteurs, pour les accompagner sur ce développement des énergies renouvelables, sont plutôt sensibles à ce développement. Donc, ça rentre aussi dans leurs préoccupations. Le digesta, donc comme l'a dit Céline, effectivement, qui est devenu inodore. Et pour vous dire à quel point c'est important pour les exploitants, moi j'ai un projet, il y a une unité de méthanisation dans le territoire de Belfort en injection, pour qui la méthanisation, le critère quasiment premier de la méthanisation était de rendre inodore son digesta, puisque son exploitation est en périphérie de Belfort. Et il avait énormément de problèmes de voisinage dus aux nuisances olfactives. Donc, quelque part, il me dit, j'ai acheté la paix sociale avec mon unité de méthanisation. Et c'est vrai que depuis qu'il a son digesta à la place de son lisier de porc, ça a vraiment changé les relations entre le monde urbain et puis le monde agricole. C'est un produit qui est assimilable rapidement, qui a une bonne efficacité agronomique. Alors, moi, j'ai toujours tendance à dire, en fait, ce n'est pas un produit qui est miraculeux. Quand on l'analyse, c'est un produit qui est vraiment similaire à un lisier de bovin. Mais le fait qu'on l'analyse, ce qui n'est déjà pas le cas de tous les effluents d'élevage, et puis le fait qu'on les pende avec un pendillard, puisqu'effectivement, c'était quelque chose qui est imposé par les aides ADEME et région, ça permet de concentrer son efficacité
au moment où les plantes en ont besoin. Et donc, il y a une partie des éléments minéraux qui auparavant étaient perdus par volatilisation parce qu'on ne savait pas forcément ce qu'on épandait, puis on ne l'épandait pas avec le bon matériel, qui aujourd'hui est complètement gardé et qui est assimilé par la plante. Et là, clairement, pour le coup, autant certains méthaniseurs remettent en cause la méthanisation et leur projet en lui-même, autant il n'y en a pas un seul. Ils sont tous unanimes par rapport à l'efficacité du digestat. Et ils arrivent même parfois à partager ce digestat avec des voisins, donc en mettant en place un plan d'épandage commun, ce qui est possible, par rapport justement à cette efficacité. Alors, ce sont des projets qui sont fédérateurs, qui sont parfois collectifs, en tout cas qui sont territoriaux. On essaye dans la majorité du temps, c'est-à-dire on essaye de gérer localement les sous-produits et les déchets. Donc, on essaye d'avoir une approche vraiment intelligente pour réduire les transports et puis les matières organiques, éviter que les matières organiques fassent des kilomètres, quoi. Ça, c'est dans l'idée et après, c'est pas toujours réalisable, hein. On a parfois des contretemps malheureux et des tontes qui devaient arriver qui finalement n'arrivent plus parce que la collectivité a changé d'optique et s'est équipée entre-temps. Bon, voilà, c'est des exemples pour dire que c'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est la ligne de conduite, le fil rouge, c'est celui-là. Les agriculteurs, comme je disais tout à l'heure aussi, ils participent à la production d'énergie verte et à l'effort général de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ils sont tout à fait conscients qu'ils sont responsables à 20% des émissions de gaz à effet de serre et mettre en place ce type d'installation permet de diminuer largement leur empreinte en termes de gaz à effet de serre, qu'ils soient porteurs de projets ou apporteurs de matière. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'exploitants qui ne veulent pas forcément prendre la responsabilité d'investir dans une unité de méthanisation, mais qui sont par contre très intéressés par les échanges, quoi, pour apporter leur fumier ou leur lisier et puis de reprendre du digestat. Donc aujourd'hui, on a à peu près 70 installations en fonctionnement, 7 en injection, principalement des projets donc, portés par des porteurs de projets et non pas des structures collectives. Mais on a quand même un contexte de développement, je vous le disais, qui se réduit un peu, qui baisse un peu. On a déjà une baisse du tarif de revente d'électricité de 0,5%, une baisse du tarif de biométhane aussi. L'Association des méthaniseurs de France annonçait qu'on avait perdu entre 11 et 17% de rentabilité sur les installations de biométhane. Même si le biométhane reste le plus intéressant, je vous ai mis quelques seuils de rentabilité, mais surtout pour vous expliquer qu'en cogénération, on valorise que 40% du CH4 en électricité. Ça, c'est le revenu qui est sûr. La valorisation chaleur, ça sera en plus. Alors qu'en injection, on valorise quasiment 99%. Donc, toutes les slides d'après, en gros, je les ai déjà un petit peu abordées, hein. La cogénération, elle est quand même relativement difficile du fait de la pièce fragile du moteur. On a quelques installations qui aimeraient beaucoup se lancer, mais qui seraient des petites installations de méthanisation. Et aujourd'hui, on a un manque de petits constructeurs. Donc, ça veut dire qu'on se base sur des installations qui sont de plus grosse puissance, mais plus on est gros et plus on manque de matière et plus on a davantage de chaleur qu'on ne sait pas valoriser. Et puis, plus on est sensible et fragile par rapport au marché des matières organiques. Donc, du coup, ça devient compliqué en cogénération. Ça devient un peu plus compliqué aussi en injection dans le sens où l'acceptation sociale, on en a parlé tout à l'heure, va pas dans le bon sens. Alors à leur décharge, à chaque fois qu'on a des grosses installations, ça fait toujours un petit peu plus peur, même si on essaye de toujours monter des projets qui soient les plus vertueux possibles, mais il suffit qu'il y en ait un ou deux qui passent à travers les mailles, qui ne sollicitent par exemple pas les aides ADEME et qui ne soient pas du coup conduits par ce fil rouge et ce garde-fou. Et puis c'est cela qu'on monte du doigt, donc c'est un petit peu gênant, mais bon, ça n'altère pas encore la volonté des exploitants à se développer en termes de méthanisation, mais on sent quand même qu'il y a une baisse par rapport au développement qu'on a suivi jusqu'à présent. Et en termes de projet collectif, même si dans l'idéal, ça sera ma dernière diapo, même si dans l'idéal, ce serait parfait, c'est des projets qui sont relativement chronophages dans la réflexion.
Il faut que tout le monde soit d'accord. Donc ça prend toujours beaucoup plus de temps. Ça nécessite d'avoir une définition des rôles de chacun avant le projet, pendant, après. Pour tout vous dire, moi, j'ai accompagné un projet de méthanisation collective qui, aujourd'hui, s'est arrêté. Ils ont eu des soucis techniques, ils ont eu des soucis de leader. Ils ont eu... Bon, quand c'est une installation collective, elle appartient à tout le monde et à personne. Donc, quand vraiment il y a des soucis, tout le monde n'est pas réactif, quoi. On a toujours un équilibre difficile à trouver entre ceux qui voudraient être rémunérés par les CIV, mais ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils sont bio, reprendre les épandages, le digesta parce qu'ils n'ont pas les contrats qui vont avec cette qualité de digesta. On a des installations qui sont souvent au barycentre de toutes les exploitations agricoles, donc en fait au milieu de nulle part. Donc on a des transports de la part de tous les exploitants pour arriver sur l'unité de méthanisation. On n'a pas de valorisation de chaleur sur place si c'est de la cogénération. Donc bon, c'est quand même relativement compliqué. Et puis des conventions sur 15 ans à trouver. Alors pour tout vous dire, on ne les trouve jamais, hein, des conventions sur 15 ans pour avoir des déchets des collectivités ou des industriels. On trouve sur 2-3 ans, mais maximum. Quand on part sur des apports de boue d'épuration qui pourraient sembler être quelque chose, bon, même s'il y a la Covid maintenant, mais quelque chose de stable, hein, on aura toujours production de boue d'épuration, ça engendre un changement de réglementation qui est lourd aussi. Et puis avec les apports de biodéchets, encore une fois, là aussi, on se dit, bon, a priori, ça pourrait être stable aussi, malheureusement, le fait d'avoir toujours des résidus des biodéchets. Ça oblige à une hygiénisation, un passage en ICP autorisation, et des dépenses très, très, très importantes pour traiter tout ça, pour éviter d'avoir des salmonelles ou des listeria dans l'installation. Et puis, bon, l'acceptation sociale, parce que qui dit projet collectif dit projet de dimension plus importante. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, je n'avais plus qu'une diapo, mais je m'arrête là pour laisser place aux questions en espérant avoir traité tous les sujets. Eh bien, merci beaucoup pour ces retours terrain locaux. En tous les cas, c'était très riche. Je me posais la question, là, il y a vos collègues et vous, vous avez moins de contacts pour de nouveaux projets. Est-ce que c'est lié aussi avec des perspectives qui sont peut-être pas faciles sur le secteur élevage, que ce soit le bovin viande, parce que on va vers une alimentation de moins en moins incarnée, ou le système lait, parce que effectivement la conjoncture n'a pas été facile ces dernières années. Est-ce que ça pourrait avoir un impact aussi sur le développement de la filière méthanisation ? Ah bah oui, alors ça c'est clair. L'impact, il est de 2 ordres. Le premier, c'est pour les éleveurs qui aujourd'hui sont déjà un petit peu limite en stock fourragé. La moindre surface utile qu'ils ont sur leur exploitation, elle va aller en direction de l'alimentation de leur cheptel et non pas dans un futur potentiel méthaniseur. Donc ça, pour eux, c'est réglé. Hein. Ceux qui avaient quelques projets méthanisation, avec les 3 années de sécheresse qui sont passées là, ils ont fait demi-tour, ils n'osent plus se lancer là-dedans. Et puis pour d'autres, c'est carrément, là pour le coup, à l'échelle de la filière, c'est-à-dire on se pose la question de dire, effectivement, moins de consommation de viande d'ici quelques années, des conditions climatiques qui sont de plus en plus rudes, avec des rendements céréaliers qui n'ont jamais été aussi faibles. Hein. On a parlé de 30-40 quintaux pour du blé ces quelques derniers étés. Là. Donc là, pour le coup, la question, elle se pose autrement, c'est de dire, est-ce que finalement, ces surfaces-là, elles ne pourraient pas être dédiées à de la production de matière organique pour des méthaniseurs, pour faire de l'énergie. Si demain, il y a une majorité de friches agricoles du fait qu'il n'y a plus d'élevage allaitant et puis c'est plus la peine de faire des céréales parce que les rendements ne sont pas escomptés, est-ce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas faire des prairies qui permettraient d'éviter l'enfrichement et puis que ces prairies soient entretenues en abondant auprès des méthaniseurs? Et voilà, ça c'est une autre réflexion. On fait le grand écart entre les deux, hein, mais clairement, les aspects de changement climatique et puis de changement de société aussi impactent directement. Oui, vers de vraies mutations. Marie-Lise, je pense qu'on a des questions. Oui, toujours plein de réactions. Donc, une question sur l'intérêt de la méthanisation sur les sols karstiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, les sols karstiques, je connais bien, puisque c'est bien chez moi.
il n'y a pas plus enfin, je ne sais pas si la question elle est posée comme ça, mais pour moi, il n'y a pas plus d'intérêt sur des sols karstiques que sur des sols non karstiques. Bah, par contre, il y a plus de vigilance à avoir. Les sols karstiques, donc, c'est des sols qui sont en général peu profonds en termes de terre. Et puis ensuite, on arrive tout de suite sur du calcaire qui est fissuré et qui donc peut laisser passer des minéraux, des engrais, des éléments qui seraient des polluants organiques qui rejoindraient directement le milieu récepteur. Donc, sachant ça, et on n'a pas attendu les méthanisations pour le faire, on a mis en place au niveau au niveau Franche-Comté, la mise en place de ce qu'on appelle des plans d'épandage. Donc, c'est une cartographie de chaque parcelle de chaque exploitation pour la définir avec un code couleur qui dit en fonction de la profondeur du sol et en fonction de son positionnement et de son sous-sol géologique, des failles éventuelles ou autres, qui acceptent ou non différents types d'effluents d'élevage. Pour faire simple, sol profond, sans problème de fonctionnement, on peut épandre du fumier, du lisier, du digesta. Par contre, sol superficiel, on épandra, quand je dis superficiel, c'est 20 cm, hein, on n'épandra que du fumier, pas de digesta liquide, pas de lisier, pas de purin. Et donc, toutes les parcelles des exploitations sont codifiées comme ça. Et donc, on a en amont même du projet de méthanisation ou même d'un projet bâtiment lisier, par exemple, obligation de réaliser cette étude-là pour vérifier qu'on va pouvoir par la suite épandre dans les meilleures conditions. Et ça, c'est pas suffisant, on est d'accord, parce que ça peut être ensuite épandu à n'importe quelle période et dans ce cas-là, c'est pas valorisé. Donc ensuite, on y ajoute des périodes d'épandage, sachant que justement, les méthaniseurs, ils sont un petit peu plus sensibilisés sur cet aspect-là, parce qu'encore une fois, j'insiste, mais ils analysent leurs effluents, enfin leur digesta, ils épandent avec du pendillard, et puis ils savent aussi qu'une grosse partie de la rentabilité de leur système, elle vient aussi de là. Moi, j'ai sur une grosse partie des installations de méthanisation sur mon territoire, ils n'ont plus d'engrais chimiques, ils ont remplacé par le digesta. Alors, l'objectif, c'est du coup de ne pas perdre les éléments minéraux du digesta, donc les épandre au bon moment. Et quand on épand au bon moment, à la bonne dose, avec le bon matériel, on n'a pas de problème, y compris sur sol karstique. Ok, merci. Alors, j'ai une autre question sur le poids des coûts de maintenance sur les installations, sachant qu'on a certaines molécules qui peuvent être agressives et qui peuvent forcément entraîner au cours du temps des opérations assez lourdes. Alors oui, le coût de maintenance et de fonctionnement sont très, très importants. Et c'est pour ça qu'on a certaines installations qui arrivent tout juste à survivre économiquement. Elles sont à l'équilibre parce que régulièrement, on a des soucis de casse ou de dysfonctionnement. On a, par exemple, pour vous citer un exemple qui est un petit peu contre-productif, mais le fait d'incorporer des fumiers, c'est très, très abrasif. Et on a les agitateurs qui s'usent au fur et à mesure qu'ils brassent à l'intérieur du digesteur. Et à la fin, au bout de quelques mois ou quelques années, pour certains, on se retrouve avec juste l'axe du malaxeur. On n'a plus les pales au bout, tellement elles ont été mangées par le digesteur. En termes de fonctionnement du moteur, il suffit que la proportion de CH4 soit pas la bonne, hein, et on arrive tout de suite à un dysfonctionnement. Donc, les coûts de fonctionnement sont vraiment très importants. On essaye de les anticiper, mais c'est parfois vraiment compliqué. C'est parfois ce qui fait tomber dans le rouge certaines installations. Ouais. Ok. Dernière question, Marie-Lise. J'avais envie de donner la parole à Laura qui nous a exposé un peu dans le chat un retour d'expérience sur l'utilisation de la chaleur à une époque pour mettre en lien les projets avec des producteurs de bois énergie dans l'optique de pouvoir sécher des bûches ou des plaquettes forestières. Laura, si tu pouvais un peu nous exposer un peu ton retour d'expérience et la question que... Oui, pas de souci. Bonjour à tous, merci Marie-Lise. Oui, donc c'est vrai qu'à une époque, on avait essayé, donc c'était quand Guillaume, donc c'était l'interprofession de la filière bois, l'ADEME, la région, de mettre en lien et puis les personnes qui suivaient les projets, hein, donc il peut y avoir les chambres d'agriculture également. On a essayé de mettre en lien les projets et les producteurs de bois énergie pour essayer de valoriser cette chaleur. Bon, ça avait été
assez compliqué dans le sens où beaucoup de contraintes logistiques se posaient, notamment dès qu'il fallait transporter le bois, puisqu'on est sur des produits qui ont une très faible valeur ajoutée, la plaquette et les bûches. Il y avait aussi des échelles de temps de projet qui étaient pas du tout les mêmes. Et voilà, j'ai aujourd'hui en tête deux installations, enfin deux retours où il y avait eu du séchage de bûches qui avait pu être mis en place en prestation de séchage de la part du porteur du propriétaire du méthaniseur. Et du coup, je me posais sur la question sur les installations qui sont référencées aujourd'hui. Est-ce qu'on sait comment est valorisée la chaleur et s'il y a plus que deux endroits où ça permet de sécher notamment du bois, alors que ce soit du bois énergie ou autre. Voilà. Après, ce n'est pas forcément pour répondre tout de suite, mais ça pourra être vu par la suite. Voilà. Alors, oui, je n'ai pas la vision exhaustive de toutes les installations de Bourgogne-Franche-Comté, mais de ce que j'ai vu, la très grosse majorité, c'est valorisation en séchage matière agricole, on va dire. Donc, c'est principalement du foin, et puis après, c'est des céréales, du maïs. Et de temps en temps, effectivement, ils ont une petite cellule à plat pour sécher un peu de bois, mais ce n'est pas la majorité des partenariats qui sont montés. C'est plus souvent on va dire de l'autonomie, quoi, en termes de chaleur. C'est vrai que c'est ce qui était ressorti aussi. J'avais cité une étude, l'ADEME s'était vraiment penchée sur la question et la question de la gestion de la logistique était assez capitale. Tout ce qui est transport. Ma question était quand même très sur le sujet qui me concerne en tout cas. Oui. Mais je pourrais regarder de manière plus exhaustive, hein, effectivement, si depuis il y a eu d'autres installations qui se sont montées avec du séchage bois. Bon, nous on essaye de renvoyer à chaque fois, c'est voir s'il n'y a pas des projets autour et s'il n'y a pas des liens à faire, mais ça semble quand même très, très compliqué et anecdotique. Merci. Merci. C'est toujours bien d'avoir l'idée de synergie entre filières. Oui. Très bien. Merci beaucoup. En tous les cas, c'était très, très complet, très concret.